Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il pleut, sans pluie, ça n'est pas un festival de Cannes normal, c'est même un déchaînement de torrents, de tonnerres. Bienvenue sur notre rendez-vous quotidien de Cannes Prime Time, où nous allons et nous avons tout au long de la semaine et jusqu'à samedi décortiqué la technique et la sélection officielle. Tous les soirs, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de la CST et également en simultané sur la radio Ciné Musique Radio disponible en FM DAB+. Au programme, décryptage technique, paroles de professionnels et nous revenons tous les jours sur les films qui concourent aux 2 prix de la CST, le prix de l'artiste technicien et le prix de la jeune technicienne. Avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Baptiste Etchegaray, qui est journaliste et rédacteur en chef de l'émission Faut Voir sur Canal+. Bonjour Baptiste. Bonjour, merci de votre invitation. À ses côtés, Hélène Herschel, déléguée générale de la Fédération nationale des éditeurs de films. Bonjour Hélène. Bonjour à tous les deux. Et de l'autre côté de la table, non pas un, mais 2 techniciens qui ont travaillé sur le film Alpha de Julia Ducournau, qui était présenté hier soir en compétition officielle. Donc, tout au bout de la table, nous avons Séverin Favrio, monteur son du film. Bonjour Séverin. Bonjour. Et compositeur de musique additionnelle. Et compositeur de musique additionnelle, nous allons en reparler tout à l'heure. Spoiler déjà la fin de l'émission, hein. Et à ses côtés, Jean-Christophe Bouzy, monteur image du film. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous également. Et maintenant, on remonte les marches. Hier soir étaient présentés les Aigles de la République, le retour de Tariq Saleh en compétition officielle. Il s'agissait de l'histoire de l'acteur le plus adulé d'Égypte qui va se retrouver dans une position très délicate avec la présidence de l'Égypte. Baptiste, vous avez vu le film hier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors c'est intéressant, c'est le 3e volet d'une trilogie en fait que fait Tariq Saleh, la trilogie Kérot, puisqu'après le Caire confidentiel où il explorait un commissariat de police dans une ville, le Caire, poisseuse, où il y avait beaucoup de corruption, après la conspiration du Caire, et après donc là, le Caire confidentiel, puis la conspiration du Caire, où on était plongé dans une université islamique, la grande université du Caire, lieu d'intrigue, lieu de pouvoir s'il en est, qu'on découvrait, parce que moi j'avais jamais vu ça au cinéma. Et là, il nous plonge au Caire, mais vraiment, alors là, carrément au niveau du président Al-Sisi, dictateur, et ce dictateur a envie d'un biopic sur lui pour sa gloire, et donc on fait appel à ce grand acteur qui est surnommé en Égypte le pharaon de l'écran. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce film, en mettant en scène un film de propagande, est aussi un film qui est un hommage au cinéma, parce que au lieu d'une armée de trolls ou de fake news sur les réseaux sociaux pour faire la propagande du président, on a l'idée de faire un film en 2025 qui du coup croit beaucoup à l'idée que le cinéma est encore important pour glorifier des figures. Et donc c'est comme ça que Tariq Saleh fait un film très hommage à l'âge d'or du cinéma égyptien, avec tout ce que ça comporte, donc le cinéma des années 50, 60, 70, et on sent cette patine dans le film, rien que le lieu où vit ce comédien, son grand appartement, la façon dont il est décoré, éclairé, on a vraiment l'impression d'être dans ces films dont on voit des affiches au tout début, dans le générique du début. Il y a un générique magnifique, ça démarre par des affiches de grands classiques qu'on ne connaît pas forcément nous ici, mais qui ont été des grands films populaires, dans lesquels on voit des silhouettes un peu d'acteurs qui pourraient être des Humphrey Bogart égyptiens, et il y a cette patine comme ça très vintage du film qui est assez belle, et l'acteur principal c'est Fares Fares, qui est un immense comédien égyptien, enfin non, d'ailleurs il est suédois, d'origine égyptienne, comme son réalisateur Tariq Saleh, et donc c'est un film évidemment de film dans le film, un peu comme le film sur Godard, À bout de souffle, Nouvelle Vague, dont on a vu évidemment le film il y a quelques jours, et c'est un film qui croit beaucoup au cinéma et qui en même temps est un cri d'alarme face évidemment à toutes les dictatures que l'on vit en ce moment. Et totalement ubuesque, l'acteur ne ressemble en rien au président Al-Sisi. Pas du tout, il est immense. Le seul élément comique du film, où c'est en fait une tragédie, une plongée aux enfers. Oui, parce que tel que je le raconte, on a l'impression que c'est un film prime sautier sur le cinéma. Non, c'est évidemment un film où
En fait, d'ailleurs, c'est un des thèmes cette année du festival, c'est à quel point les régimes autoritaires s'infiltrent partout, évidemment en Égypte, avec ce président Al-Sisi qui en fait menace concrètement cet acteur. S'il ne fait pas le film, on fait bien comprendre qu'il aura des problèmes avec sa famille et que donc il faut absolument qu'il joue le rôle d'Al-Sisi, alors qu'il lui ressemble pas. Al-Sisi, c'est un type plutôt petit, rondouillard, alors que le grand acteur égyptien, évidemment, c'est plutôt un physique hollywoodien et qui a pas très envie de jouer El-Sisi. D'ailleurs, c'est vraiment pour lui, c'est quelque chose d'horrible. Mais il s'y plie, il n'a pas le choix, et ça va aller assez loin, évidemment. Comment cet homme, qui est un grand acteur égyptien, va se retrouver finalement pris au piège comme un petit citoyen ordinaire. Rappelons également que Al-Sisi est le président toujours en place. Tout à fait. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le cinéaste, effectivement, a une nationalité suédoise aujourd'hui. C'est ce qui lui a permis de faire cette trilogie, sans quoi, effectivement, peut-être ces films n'existeraient pas. Oui, ça fait 10 ans qu'il est interdit de séjour en Égypte. Et ça fait 10 ans qu'il fait des films qui racontent le Caire, mais depuis des tournages extérieurs, et ça c'est assez fort parce que pour être allé au Caire, j'ai vraiment l'impression d'être au Caire dans ces films, alors qu'en fait il tourne en général à Istanbul. Ces décors naturels, il a trouvé des lieux qui ressemblent vraiment au Caire, et puis évidemment beaucoup de studios. Dans ce film-là, on voit il met en scène les grands plateaux de cinéma de l'âge d'or hollywoodien, donc comme les grands plateaux d'Hollywood, et là on les voit au Caire, c'est assez rigolo. Oui. Mais du coup, je suis très étonné de ce que vous dites, parce que j'ai vu La Conspiration du Caire, j'ai beaucoup aimé. Mais alors du coup, vous dites que tout a été tourné à Istanbul, mais alors les images de la mosquée, de cet ensemble d'études, il n'est pas au Caire en fait. Non, c'était pas au Caire. Non, en fait, rien de ce qu'il tourne n'est au Caire. Ça qui est fascinant, parce que c'était pareil pour le Caire confidentiel, alors qu'on a l'impression d'être absolument immergé dans la ville. J'avoue, je ne sais pas comment il fait. Le décor est magnifique. Le décor. En fait, c'est des films qui comptent beaucoup sur le décor, les costumes évidemment, et il arrive, c'est un magicien, mais je pense qu'en ça, il rejoint une tradition du cinéma, vraiment, du grand cinéma populaire, qui reproduit quasiment à l'échelle réelle des lieux emblématiques du pouvoir, parce que lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est les lieux de pouvoir égyptiens, et il reconstitue tout. Donc à Istanbul, et c'est pour moi effectivement un des grands mystères de ce réalisateur que je n'ai jamais rencontré. J'adorerais un jour l'interviewer, le rencontrer, pourquoi pas même le suivre pour un documentaire. Voilà, je lance une alerte. Ce type est passionnant. Le message est passé. Voilà, merci. Et on rappelle qu'à la décoration, le chef décorateur du film s'appelait Roger Rosenberg, qui avait déjà signé les décors Absolument. de La Conspiration du Caire. C'est la même équipe, le même chef opérateur, Pierre Haïm à la photographie, et des chefs opérateurs qui fait partie de l'AFC, l'association des directeurs de la photographie, qui partage le stand avec nous à la CST pendant le Festival de Cannes. Autre film présenté hier soir en dernière partie de soirée, avant le film de minuit quand même, à 23h, Alpha de Ducournau. Séverin et Jean-Christophe, vous avez tous les deux travaillé sur le film à la post-production, et puis après on verra aussi au niveau de la musique comment Séverin, vous avez contribué à ajouter des musiques additionnelles pendant le film. Vous avez tous les deux déjà contribué avec Ducournau. Comment s'est passé votre travail en amont? Comment vous avez rencontré la cinéaste? Julie, en fait, j'ai monté tous ces films. Donc j'ai commencé avec Junior, qui était à la Semaine de la Critique en 2011. Ensuite, court-métrage. Ensuite Grave, à la Semaine de la Critique aussi. Et ensuite Titane, et ensuite voilà. Palme d'Or en 2021. Palme d'Or en 2021. Et elle a fait un téléfilm aussi qui s'appelle Mange. Voilà, que peu de gens connaissent. Vous êtes un work couple, comme on dit. Exactement. Donc voilà, donc on se connaît, donc on collabore depuis très longtemps. Et voilà, elle m'a parlé d'Alpha. Je crois qu'elle avait écrit un autre scénario à la base, mais qui ne lui plaisait plus. Donc elle est partie sur vraiment quelque chose de plus personnel. Et voilà, moi je lui ai tout le temps dit, c'est un peu pour faire le parallèle avec la Palme d'Or, je lui ai dit c'est un peu ton Jackie Brown, vu que c'était un peu la suite. C'était un enjeu pour elle de faire un film après la Palme d'Or. Enfin, vous la racontez comme ça? Oui, parce qu'on est forcément attendu après une Palme d'Or, et de toute façon ces films, même sans Palme d'Or, sont clivants, mais là encore plus. Et donc du coup c'est vrai qu'elle a pris, pour moi c'est le film qu'elle devait faire, dans la tonalité et même dans
ouais, dans le genre, quoi. Enfin, et pour ça que je le compare en fait à Jackie Brown, parce que c'est le film qu'a fait Tarantino après Pulp Fiction, et c'est un film, moi, à l'époque, que j'avais vu au cinéma, les deux, et Jackie Brown m'avait un peu laissé un sentiment... Enfin, je sentais que c'était lui, mais c'était un peu différent. Je sentais qu'il était en train d'évoluer ailleurs. Donc voilà. On peut rappeler un petit peu le sujet du film sans rien en dévoiler. En fait, c'est un sujet assez intime à l'intérieur d'un film de genre. Il s'agit d'une fille et de sa mère. Elle revient un jour d'une fête, alors qu'elle est très jeune, d'une fête qui a visiblement été assez arrosée, avec un tatouage, et sa mère va s'inquiéter éventuellement des contaminations à un virus. Voilà, donc on va s'arrêter là sur l'histoire, mais c'est un peu une parabole du sida, en gros. Du sida, on pense aussi au Covid, avec les hôpitaux remplis. Ouais. C'est sûr qu'après l'imagerie un peu, enfin, puis le personnage de Tahar Rahim, qui est vraiment un peu un archétype de l'image qu'on a un peu de ces années-là, des années 80, 90. Qui est l'oncle de la jeune fille. Qui est l'oncle de la jeune fille, qui réapparaît dans sa vie, et un peu l'image, voilà, d'Épinal, c'est beaucoup dire, mais du toxicomane. Héroïnomane, voilà, qui donc était un peu un vecteur de contamination à l'époque. Et Séverin, vous êtes arrivés dans le projet à peu près au même moment, tous les deux ou dans le projet Alpha ou avec Ducournau Alors, on peut parler des deux. Déjà, de votre rencontre avec Julia Ducournau, et puis Julia, ensuite... Moi, je suis arrivé dans la famille plus tard que Jean-Christophe, puisque je suis arrivé à partir de Grave. Et donc, j'ai eu la chance de faire Grave, Titane et Alpha aujourd'hui. Et la rencontre a été faite, était assez drôle, parce que c'était avec un producteur... Le tout premier producteur que j'ai rencontré quand je suis arrivé à Paris, quand j'avais 22 ans pour commencer ce métier. Et je ne l'avais pas vu depuis 10-15 ans. Et tout d'un coup, je le vois dans la rue et il me dit « Ah, j'ai absolument un film pour toi, appelle-moi la semaine prochaine. » Et la semaine d'après, il m'a présenté Julia pour faire Grave. Et donc, la rencontre s'est super bien passée. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Christophe. Et quelques films après, une Palme d'Or, on s'est retrouvés avec Alpha. Alpha, comment ça s'est passé non, pas vraiment au même moment, je pense. Je pense que Jean-Christophe était peut-être un peu plus en amont que moi. Comment ça se passe Julien nous envoie un scénario et il nous dit lis-le. Et puis voilà. Donc on lit le scénario et après on s'écrit, on se voit et on en parle un petit peu. Et l'aventure commence. Alors Jean-Christophe est monteur image, monteur son, vous intervenez à quel moment? On a reçu sur ce plateau des chefs opérateurs son qui sont sur le plateau, on a reçu des mixeurs qui arrivent enfin pour faire toute l'orfèvrerie. Vous attendez que Jean-Christophe ait terminé de travailler pour commencer à... Et puis qu'est-ce que c'est? Racontez-nous un petit peu en quoi consiste le montage son. Alors déjà, au niveau de la chronologie, pour faire très simple, le chef opérateur son est en charge d'enregistrer les sons sur le tournage et vu les plannings et le coût d'une journée de tournage, on va dire que c'est surtout d'enregistrer les voix parce qu'il est très difficile de réenregistrer les voitures, tout ça, ou ça, on fait ça après. Mais en tout cas, la première mission est celle d'enregistrer en tout cas les voix, tous les dialogues du film. Après, tout ce son part... chez Jean-Christophe, qui lui va commencer à mettre le film, commencer à lui donner une architecture, une forme, et après ils vont travailler longtemps avec Julia pour arriver à un montage final. Moi, mon travail commence déjà dans ma tête au scénario. Déjà, je vais essayer de trouver un axe artistique au film. Et moi, mon travail consiste en, tout d'abord, je récupère les sons... tous les sons du tournage. Il y a une grosse partie que Jean-Christophe a déjà mis en place. Jean-Christophe a déjà trouvé quelques idées sonores qui vont me guider. Et après, moi, mon travail de monteur son, la toute première étape, c'est l'unité de temps, l'unité de lieu, faire croire que tout a été tourné au même moment et dans le même décor, comme au théâtre. Et après, vient la partie la plus intéressante, qui est la partie artistique, c'est comment va-t-on faire pour jouer avec des sons qui sont, on va dire, plutôt familiers, des voitures, des orages, des pluies, tout ça, et d'en faire quelque chose d'artistique ou de trouver un axe artistique au film. Et c'est là où ce travail qui est le plus intéressant, qui pour moi commence dès le scénario, c'est-à-dire un virus,
donc la propagation, donc comment je peux essayer de mettre ça en son. Et après arrive, une fois que moi j'ai fait l'architecture sonore du film, et je fais beaucoup de maquettes de mix en plus, donc déjà avec Julia on travaille beaucoup sur quel va être le son vraiment final du film. Et après arrive... alors déjà on aura eu des musiques qui ont été mises déjà en place par Jean-Christophe. Et après arrivent les musiques finales et les bruitages. Et là après tout ça, on part en mixage. Et vu que c'est donc le 3e film sur lequel vous collaborez tous les deux avec Julia Ducournau, comment s'articule votre travail entre tous les deux? Est-ce que le fait d'avoir travaillé déjà pour plusieurs fois ensemble, ça change des choses? Est-ce que vous, Jean-Christophe, quand vous pensez à ce début de montage son que vous faites au niveau du montage image, vous savez déjà au niveau des méthodologies de travail de Séverin ce qui va fonctionner ou pas? Ou est-ce que vous allez en parler tous les deux au moment de la post-production? Oui, forcément. Après, c'est Julia vraiment le catalyseur parce que elle fait vraiment, enfin, Séverin pourra le confirmer, mais elle fait vraiment très attention au son. Donc c'est vrai que dès le montage image, on va trafiquer, chercher sur YouTube des sons, les retourner, les ralentir. Enfin, bon. On trafique énormément le son sur le film en montage image, en sachant que c'est une maquette. Donc que Séverin va tout refaire derrière. Et étant donné que, on connaît son appétence pour justement travailler le son, c'est pour ça que il est compositeur et sound designer. Et c'est vrai qu'on est des fois à la limite un peu c'est un peu à la Trent Reznor des fois peut-être. Enfin, quelque chose d'un peu bruitiste, d'un peu tout ça, mais qui vient. Enfin, tout ça encore une fois, c'est Julia qui l'insuffle. Donc dès le montage image, dès les maquettes. Et c'est Séverin, en fait, on sait de toute façon que Séverin va tout refaire, donc on lui fait totalement confiance. Et on sait qu'il va emmener le film, on va gagner, je sais pas combien de pourcents, 30, 40, 50, 60% sur le film. Voilà. Mais c'est une méthodologie qu'on a connue, qu'on a commencé avec Grave. Ouais. On l'a mis en place, et sur Titane, ça a commencé à rouler encore plus. Et puis là, c'était... a walk in the park, comme disent les Américains. Mais ce qui se passe, c'est que... Alors, c'est un peu décevant, peut-être, pour les gens qui nous regardent, mais avec Jean-Christophe, il y a... déjà, premièrement, sur les films de Julia, il y a quand même une équipe qui est hyper respectueuse des uns des autres. Et je pense que le monde... Alors, bon, déjà, il faut quand même dire une chose, c'est que Julia et Jean-Christophe, ils montent des films, tous les films, c'est 16 semaines de montage. Ce qui est beaucoup, extrêmement peu. Puisque par exemple, moi je fais beaucoup de films avec Emmanuel Berco. Emmanuel Berco, ça va être 22, 23 semaines, 24 semaines de montage. Alors c'est pas parce qu'il y en a un qui est bon ou pas bon, c'est une façon différente de faire les choses. Il y a une raison vraiment, c'est qu'on ne déjeune pas. Donc on gagne. Elle m'a dit ça. Voilà. Donc on gagne 1 heure, 1 heure et demie par jour. Donc sur 16 semaines. En fait, ça veut dire qu'on fait plutôt 17, 18 semaines. En fait. Ne pas déjeuner, c'est s'éloigner du cinéma français. Hein. Exactement. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne dit pas, mais c'est que, bon, déjà, tu l'as dit tout à l'heure sur Julia, qui est... Déjà, vous lisez un scénario de Julia, dans le scénario de Julia, déjà toutes les musiques, elles vont pas changer. Elles ont été décidées et elles seront là à la fin. Ça, c'est assez impressionnant, parce que moi, je connais pas de réalisateur comme ça, c'est la seule. Où vraiment, et c'est décidé, ici, il va y avoir un moment onirique, les paroles, c'est le son du tournage, on va les enlever, on va partir dans un monde. Ici, on va faire ça, ici, on va faire ça. Déjà, Julia, elle arrive, elle a son film dans la tête. Après, je pense que le talent de Jean-Christophe amène une paix dans le montage image. Et ce qui fait que c'est très... Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un énorme respect, parce qu'en fait, on aime tellement le travail des uns des autres. Déjà, premièrement, Jean-Christophe est assez peu interventionniste, et j'aimerais bien qu'il intervienne un peu plus, même à l'avenir, qu'il vienne participer un peu plus dans les studios, parce que moi, j'aime bien toujours partager, même si c'est pour dire ah bah c'est super, ou non, faut tout refaire, mais d'avoir ce côté équipe. Mais en même temps, il y a un tel respect que chacun n'a pas envie de... Et quand moi, je vois le montage de Jean-Christophe, j'ai rarement énormément de choses à dire, parce que c'est déjà bien en place, en fait. Question très courte. Très courte pour une réponse très courte. Vous saviez que vous alliez vers un mixage en Dolby Atmos sur ce film quand vous étiez en train de travailler au début? Moi, non. Non, en fait, c'est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit, et que nous, évidemment, gens du son, nous avons voulu défendre, et que la production a petit à petit accepté.
Au niveau du montage, on a dans le film Alpha une chronologie qui n'est pas respectée. On a beaucoup de flashbacks et on revient à l'époque contemporaine du film. C'est quelque chose qui a été pensé bien en amont et vous avez suivi une trame narrative qui était là dès le scénario ? Alors, donc, dès le scénario, évidemment, il y avait déjà en effet une chronologie bouleversée. Ce qui s'est passé, c'est qu'on en a discuté beaucoup avec Julia en termes de montage, à savoir comment est-ce qu'on allait traiter du coup ce changement de temporalité. Donc on a parlé de références, on a parlé de films comme Manchester by the Sea, comme je sais pas, Before the Devil Knows You're Dead de Lumet. Et surtout, en fait, je pense que notre référence qu'on a eue, surtout pour la fin, puisqu'à la fin, on mélange vraiment des chronologies au sein d'une même scène. Et on a parlé de Profession Reporter d'Antonioni, où il y a ces scènes avec Nicholson, où c'est un même plan, et il sort du champ, et il re-rentre, et en fait, on change la temporalité dans le plan, ce qui est un truc à l'époque qui était assez fou. Donc on ne le fait pas systématiquement, mais enfin, on s'est un peu appuyé sur des références, un peu comme ça. Et puis aussi, elle avait sa propre vision des choses. Et au point de vue de la chronologie, on a bougé. Évidemment, c'était écrit d'une certaine manière, les flashbacks. Et le grand truc des flashbacks, c'est qu'en montage, c'est quelque chose qu'on peut facilement... Il y a des limites, mais on peut quand même beaucoup jouer avec. Donc il y a notamment dans le film un moment, un flashback qui était vraiment au milieu du film et qu'on a vraiment mis beaucoup plus proche du début pour pouvoir matérialiser et incarner le virus. Et pour qu'on voit vraiment l'impact qu'a le virus sur la société. Voilà, c'est une scène vraiment de flashback qu'on a bougé au montage. Mais Jean-Christophe, suite à la lecture du scénario avec Julia, est-ce que tu interviens avant le découpage ou est-ce que tu aides au découpage ou est-ce que vous discutez? Non, pas du tout. Non, si on en discute, mais elle sait très bien ce qu'elle veut. Et donc, Séverin, vous nous disiez avoir aussi donc composé une partie des musiques additionnelles. C'était le cas déjà sur Titane ? Oui, c'était le cas sur le Titane. Il y avait 5-6 musiques que j'avais fait. C'était un peu le cas sur Grave, mais on l'avait passé comme du sound design. Mais je pense, c'est déjà moi, de par mon parcours, mon travail, puisque maintenant je suis devenu vraiment compositeur, je fais des musiques de films en entier. Où je fais que ça, où je fais pas du tout de sound design. Et en fait, mon travail, où j'ai toujours voulu me dire on va aller plus loin que l'unité de temps, l'unité de lieu, le décor, juste faire un décor. Et moi, la mise en scène artistique du son a toujours été super importante. Et donc, l'utilisation petit à petit de notes tonales, d'essayer aussi de changer des bandes-sons françaises qui sont souvent quand même avec des sons naturalistes qui sont autour du décor, d'essayer d'amener quelque chose qui était toujours un peu de l'ordre de l'obsession, de l'hypnotique et donc un peu de la musique. Et ce qui fait que ça m'a amené à ça. Et ce qui fait que quand j'ai une place quand je vois une petite porte qui s'ouvre, j'y vais. Jim fait un travail magnifique. J'adore la musique de Jim et je trouve que c'est. Et on pourra espérer en avoir le 33 tours au moment de la sortie du film, parce que là on va faire un pont avec le métier de distributeur et de tout ce qui peut accompagner un film. On l'espère en tout cas. Il va y avoir une BO. Ça c'est sûr. Voilà. J'espère qu'elle sortira en vinyle, bien sûr. Et on verra combien de morceaux il y aura dessus. Eh bien, tout de suite pour continuer la discussion sur la vie une fois que le film est terminé et sa distribution, c'est la parole de la CST. Nous sommes toujours en direct depuis la chaîne YouTube de la CST et en simultané sur Ciné Musique Radio. Hélène Herschel, donc vous êtes déléguée générale de la Fédération nationale des éditeurs de films. C'est un terme que vous préférez, éditeur, parce qu'on a l'habitude de nommer ce métier qu'on connaît peu, distributeur. Mais quel est-il ce métier alors ?
Oui, effectivement, la Fédération nationale des éditeurs de films s'appelait Fédération des distributeurs jusqu'à une période très récente. Et on a choisi de changer ce nom parce que dans ce métier, il y a la partie édition autour du film et il y a la partie distribution de copies qui est la partie plus matérielle, plus technique. Et on a choisi de mettre en valeur le côté éditeur pour bien incarner le rôle que jouait ce métier et son rôle dans la valeur ajoutée qui est apportée au film. Les distributeurs, on parle indifféremment des deux, éditeur, distributeur. C'est le moment où je redis ce que c'est ça ? Bien, mais oui, on veut savoir ce que c'est. Ils interviennent à 2 moments dans la vie d'un film. Ils interviennent généralement avant le tournage sur scénario, puisqu'ils préachètent les droits d'exploitation du film en salle. Voilà, comme quand le producteur prévend les droits d'un film pour les chaînes de télévision. Voilà, le mandat pour les salles est donné au distributeur qui s'engage sur un minimum garanti en fonction de ce qu'il estime être le potentiel du film, et donc avant le tournage. Donc il n'a pas encore vu l'œuvre terminée. Donc il est un réel partenaire du producteur pour déclencher un tournage finalement. Et c'est même, alors c'est pas lui qui est le plus important en montant, même si les montants sont importants, mais c'est le premier déclencheur. C'est-à-dire que c'est le fait que le film sorte au cinéma, en salle, va en faire une œuvre de cinéma. Juridiquement, financièrement, ça enclenche le reste. Et c'est aussi totalement déterminant pour les chaînes de télévision, parce qu'une chaîne de télévision ne prend pas un film, ne regarde pas un projet si elle n'a pas la certitude qu'il sera distribué réellement en salle. Donc l'engagement d'un distributeur déclenche le reste. Et c'est le premier partenaire. Alors on est tous un peu premiers partenaires du cinéma à un moment ou à un autre. Au cinéma, on est toujours le premier de quelque chose. Ouais. Mais nous, on est le premier dans la chronologie du déclenchement et celui qui va sécuriser les autres investisseurs, parce qu'on sera sûr que le film sortira en salle. Et puis après, selon la sensibilité de la maison d'édition-distribution, ça donne aussi une indication de ce qui pourrait se faire. Et vous suivez la vie du film, pas seulement à sa sortie en salle pour les premières semaines d'exploitation. Ouais. Donc voilà, donc il donne ce minimum garanti, cet engagement avant le tournage, et ensuite, quand le film est terminé, le producteur s'arrête à ce moment-là parce qu'il a terminé, il est propriétaire du film, il a été le chef d'orchestre, il a mis tout cela en musique, et à ce moment-là, c'est le distributeur qui récupère l'œuvre et qui va se charger de toute son édition, de travailler sur le titre, de travailler sur son positionnement marketing, de préparer toute sa commercialisation, et donc c'est toute la partie du positionnement, de la façon dont le film va être amené au public jusqu'à la réalité de la diffusion. Donc il y a le marketing, les opérations de promotion. Enfin, tout le monde ne sait pas, par exemple, que l'accompagnement dans les festivals, ce sont les distributeurs qui les organisent. L'embauche des attachés de presse, la préparation de la bande-annonce, et aussi le truc stratégique, c'est la sortie du film. À quel moment le film sort, à quelle date, en fonction de quelle concurrence autour. Et avec quelle affiche ? Avec quelle affiche, avec quelle dimension aussi. Enfin, on en parlait hier en préparant. Il y a un bon exemple, par exemple, c'est L'amour ouf. L'amour ouf, vous pouvez choisir, alors en lien avec le réalisateur, avec le producteur, ça se discute. Vous pouvez choisir de mettre en avant l'histoire d'amour, mais vous pouvez aussi mettre en avant l'aspect très violent du film, parce que ça parle de violence, ça parle de société, de jeunesse. Et voilà, vous choisissez un moment, un angle, comment vous l'amenez au public. Et aussi et donc ça, ce sont des frais voilà, les frais d'édition, de promotion. J'ai un de mes distributeurs, alors assez important, il est vrai, en taille, me disait que quand il sortait un film, il passait 200 bons de commande à des partenaires qui allaient fabriquer chacun les affiches, le transport, parce qu'il y a évidemment le transport aussi du matériel de promotion. Enfin, on en parlera tout à l'heure sur l'éco-responsabilité. Et dernière étape, c'est le distributeur qui se charge de proposer le film aux salles de cinéma. Et donc c'est une location en vrai, c'est une location qui se renégocie tous les lundis. Et moment crucial, puisque c'est là-dessus que le distributeur va pouvoir se rémunérer. Il a avancé beaucoup. Voilà, au moment où le film sort, il a engagé le préachat du film, il a engagé ses frais de promotion. Et donc là, il attend que le film soit vu, et il a une rémunération qui lui vient d'une partie du billet qui est négociée selon un taux de répartition qui se négocie avec l'exploitant et qui se renégocie de semaine en semaine. Selon la désirabilité du film, vous avez une part plus ou moins importante de la recette. Et voilà. Et ensuite, il y a donc le distributeur sur cette recette se rémunère, prend une commission, rembourse ses frais et remonte ce qui reste vers le producteur et les ayants droit. Et ça représente combien d'employés
dans le secteur, parce que vous êtes donc, on l'a compris, intermédiaire entre le producteur et l'exploitant. Enfin, vous pas intermédiaire, mais en tout cas, vous vous situez dans la chaîne à ce moment-là. Et vous êtes combien d'employés dans l'ensemble des sociétés en France ? C'est une petite branche, hein. C'est à peu près 1800 personnes. C'est peu. Alors les sociétés de distribution actives, il y en a une centaine à peu près en France, qui distribuent des films français, mais qui peuvent aussi distribuer des films étrangers, hein, qui achètent des films étrangers sur les marchés et qui les présentent en France. Mais donc c'est 1800 personnes, plutôt des femmes, enfin majoritairement des femmes. Il y a à peu près 1000 femmes employées dans la distribution. C'est une branche jeune. Voilà, c'est beaucoup des métiers de marketing, de promo, et c'est globalement jeune et plutôt plus féminin. Alors justement, c'est une question qui va nous permettre de faire la transition avec le sujet qui nous concerne aujourd'hui, puisque vous disiez c'est une profession jeune, majoritairement féminine et très concernée par des problématiques RSE, parité, inclusion et écologie. Et a été publié dimanche matin un communiqué de presse où vous annoncez, vous et vos autres camarades des 2 autres syndicats de distributeurs, vous engagez dans l'éco-responsabilité. Si vous pouviez nous en dire un mot. Alors effectivement, on a annoncé la création d'un groupe de travail sur l'éco-responsabilité parce que c'est un sujet sur lequel on n'a pas d'obligation à ce stade formel qui nous vient des pouvoirs publics, mais on est citoyen du monde comme tout le monde. On a des sociétés qui sont déjà très très allantes sur le sujet, qui font déjà des tas de choses, et on s'est rendu compte. Alors merci la CST, on s'est rendu compte et on a eu l'occasion d'échanger il y a à peu près 1 an quand la CST a organisé une table ronde sur l'éco-responsabilité avec un volet distribution-édition. On s'est rendu compte que dans les 3 organisations de distributeurs qui existaient, on avait tous monté des groupes de travail, on est tous en train d'avancer. Et donc on a mis en place là, on a décidé de faire converger tout ça. Alors à la fois parce que le sujet nous concerne tous. On a des sociétés dans lesquelles effectivement on sent qu'il y a, et nos chefs d'entreprise nous le disent, il faut que ça soit des sociétés aussi éco-responsables pour qu'il y ait une adhésion des salariés, pour qu'ils aient le sens d'œuvrer dans le bon sens aussi de ce point de vue-là. Et on a donc décidé de mettre en commun les compétences techniques de la CST, de la DRC et de ce que nous avions vu parmi nos adhérents de bonnes pratiques, avec aussi une particularité de la distribution, c'est qu'on peut avoir des sociétés assez importantes, avec des studios internationaux, enfin, des studios américains, des grandes maisons comme Gaumont, UGC, je ne veux pas oublier d'en citer, et des sociétés... On n'en voudra pas, hein. On peut les voir sur votre site. Oui. Et des petites sociétés qui ont 2, 3 personnes, des sociétés moyennes. Donc il faut aussi qu'on mette en commun des solutions qui sont abordables pour l'une et l'autre, parce que recycler, réinvestir dans des solutions, ça peut être plus cher, ça peut être simplement plus intelligent, et donc on va mettre tout ça en commun. Et d'avoir mis tous vos savoir-faire en commun, est-ce que ça a engendré des besoins en formation ? Oui, il n'y a pas de formation encore identifiée à l'éco-responsabilité appliquée vraiment spécifiquement au secteur de la distribution. Donc on a ce projet de le concevoir ensemble et avec probablement dans un premier temps l'identification de bonnes pratiques et au fur et à mesure que la formation progressera et au fur et à mesure que nos connaissances auront été mises en commun, je pense qu'on musclera cette formation de façon à ce que chaque salarié à un moment puisse arriver dans notre branche à avoir bien tous les outils en tête, tous les bons réflexes et puis les bons contacts aussi. Vous vous appuyez sur les bonnes pratiques existantes, notamment venant d'autres professions, comme la publicité par exemple. Vous parliez beaucoup de communication. Je crois que vous me donniez le chiffre. Les distributeurs et éditeurs de films communiquent 365 jours sur 365 pour le cinéma. Et vous appuyez aussi également sur toutes les expertises qui existent sur le numérique. Voilà des éléments qui vont verser à la formation.
Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, la distribution, dans sa partie distribution de copies, a fait énormément de chemin à un moment où c'était un peu moins en lumière, enfin, bien avant, pas bien avant tout le monde, mais assez tôt. Notamment, on est passé de l'argentique au DCP, et maintenant, quand on distribue un film, c'est totalement dématérialisé. Vous parlez donc du passage du 35 mm à la copie numérique. C'est moins d'émissions de CO2, parce que moins de camionnettes, moins de poids à transporter physiquement. Oui, alors on a des témoignages assez rigolos. On avait commencé à calculer ce que ça représentait de distribuer des copies physiques partout en France dans des camions avec des volumes dingues. Chris Tirten nous avait raconté ça un jour dans la conférence. On l'a pas calculé, on l'a pas mesuré. On aimerait bien le mesurer, ça fait partie des projets parce que je pense que ça va être colossal. Même si la formule numérisée n'est pas sans coût carbone, on a quand même réalisé un travail sans doute colossal. Mais bon, il est derrière nous et il reste effectivement le volet marketing et promotion sur lequel il y a des marges de manœuvre encore et des marges de progrès. Est-ce qu'on utilise, quand on utilise des bâches extérieures, on peut utiliser des bâches qui sont recyclables et qui sont plus propres. Quand on produit des goodies, comment est-ce qu'on les choisit? Les goodies, ce sont les petits cadeaux et objets marketing qui existent autour d'un film. Voilà, pour les supports papier, est-ce qu'on utilise une encre végétale? Enfin, voilà, il y a des tas de réflexes comme ça à avoir. Et l'autre gros poste aussi de consommation carbone, ce sont forcément les tournées d'avant-première, la participation au festival où il y a beaucoup de déplacements, des équipes qui se déplacent. Donc là aussi, il y a des options de transport, des options de trajet. Faire une tournée de promo en étoile, c'est forcément plus coûteux que de la penser d'emblée avec une logique éco-responsable. Donc ce sont, je ne sais plus si c'était votre question, mais c'était... Moi, j'ai une petite anecdote. Oui. C'est que le premier Cannes que j'ai fait, c'était il y a... Séverin, allez-y. 20 ans à peu près. Et c'était un film d'Amos Gitaï, Free Zone. Et j'étais en charge avec un jeune homme de la production où on avait amené la copie physique nous-mêmes. Et le train est arrivé, je ne sais pas, à 16h30 et il y avait la projo à 17h15, quelque chose comme ça. Et on a traversé tout Cannes avec un diable et toutes les copies comme ça. Et c'était vraiment quelque chose parce qu'un film, ça représentait ça et multiplié par 6-7 bobines. Donc ça faisait quelque chose comme ça. C'était très très lourd en plus. Et donc on avait couru partout dans Cannes. Il y avait même les gens au palais. On avait une espèce de haie d'honneur parce que la projection était dans les 10 minutes. Et après, il faut mettre la copie sur le projecteur et tout ça. Ça, c'était complètement éco-responsable. On a couru, c'était... Sans aucune émission de carbone, mais vous avez quand même dû bien suer. En fait, Hélène, vous étiez en train de nous dire que votre profession a déjà fait un bon bout de chemin en passant au numérique, mais que vous ne désespérez pas de continuer à jouer votre rôle et votre partition à l'intérieur de cette plus grande aventure qui est la sobriété. Oui, puis on doit le penser aussi en lien avec la production en amont et l'exploitation. On s'est rendu compte en mettant en commun nos réflexions que souvent les distributeurs envoyaient du matériel de promotion aux salles, mais sans avoir l'information de façon tout à fait certaine si cette salle-là avait un affichage numérique ou un affichage papier. Donc on sait qu'il y a des déchets, on sait qu'il y a du gâchis et il y a certainement des choses à articuler avec les exploitants de façon à être sobre. Et donc ça va être intéressant ça parce que ce groupe de travail il va nous permettre de nous mettre en relation avec pas mal de monde et d'articuler ce point central que l'on est dans la filière entre la prod et l'exploitation. Quand un de vos films est sorti en salle, est-ce que vous suivez la distribution, à part regarder les chiffres des entrées, est-ce que vous vous intéressez à cette partie-là de la vie du film ? Vous connaissiez le métier de distributeur avant ce plateau ? Eh bien, non. Si. Mais non, c'est quand même très particulier. Et puis, c'est vraiment des compétences que nous... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas. Peut-être que Séverin, apparemment... Moi, déjà, j'aime beaucoup la soirée chiffres. La soirée chiffres est un moment assez sacré parce que c'est... Quel est le mot que vous préférez dans cette contraction soirée chiffres ? Voilà. Et surtout quand les chiffres sont bons. Et en fait, la soirée chiffres, pour expliquer, c'est le premier jour où le film est sorti. Donc la soirée chiffres, c'est forcément le mercredi soir. Et quand on a la chance d'être invité par le distributeur à cette fameuse soirée, on a tout de suite les premiers chiffres qui vont nous donner la tendance du film. Et l'espérance de vie du film.
Parce qu'on a rarement des surprises au bout de 2 semaines. Là, généralement, ce qui est important, c'est le mercredi et le premier week-end. Et donc, pardon, mais c'est assez imparable, Hélène. Finalement, c'est un métier qui s'appuie beaucoup sur les sciences humaines. Oui, j'ai un de mes distributeurs qui se présente souvent en sous-titre comme calculateur de trajectoire. Les distributeurs connaissent très bien les usages, et regardent beaucoup les aspects sociologiques, quel type de personnes viennent, avec quelle fréquence, et parce qu'ils ont un intérêt majeur à aller chercher d'abord le public le plus large et aller le chercher aussi sur des thématiques précises. Oui, puis il y a un côté, moi, ce que j'aime beaucoup quand je suis à Cannes, c'est avec les distributeurs, c'est de voir comment ils parlent, de comment ils vont sortir le film, parce que c'est des parieurs aussi. C'est qu'à un moment, on a un cheval, et ce cheval-là, on veut qu'il arrive au bout de la course, et donc on a plusieurs chevaux. Là à Cannes, par exemple, Diafana ont plusieurs films ici, et ils se disent, bon, ce film-là, on va le sortir ici. Moi, je me rappelle d'un Cannes avec... alors, je me rappelle plus de son prénom, mais c'est Labadie. Jean Labadie. Le Pacte. Ouais, Le Pacte, Jean Labadie, et qui a été un des premiers distributeurs à sortir un film d'auteur en plein été. Et un ami qui veut vous du bien. Non ? Non, je crois. Non, c'était Caramel. Et qui était un vrai film d'auteur. Il l'a sorti l'été, et les autres distributeurs ne le faisaient jamais. Mais en fait, il a compté sur le fait que l'été, les exploitants sont moins soumis aux chiffres, donc ils peuvent garder un film un peu plus longtemps. Et après, quand arrive la rentrée en septembre, ça donne une nouvelle vie au film. Et là, il avait fait un score qui était super bien. Et maintenant, il y a une espèce de martingale de sortir un film d'auteur qui n'est pas facile en plein été. Et je crois d'ailleurs que Alpha sort le 20 août. Et donc, il y a comme ça des choses qui... Oui, il faut sentir la société, il faut sentir ces choses-là. Et je trouve ce métier assez passionnant parce qu'on essaie d'être devin, médium. Alors nous, comme on fait le film, on les voit s'exciter, c'est assez drôle. Notre travail est fini, c'est à eux maintenant que le bébé grandisse et puisse être vu par tout le monde. Je crois qu'on a trouvé notre ambassadeur pour la distribution. Non, mais c'est exactement ça. C'est passionnant. Hein. C'est vraiment passionnant comme métier parce que oui, ils reçoivent l'œuvre, alors avec parfois des bonnes surprises, parfois des moins bonnes, mais à partir de là, c'est comment on maximise sa vie. Alors, les réseaux sociaux permettent aussi de rebondir, hein, de travailler sur le bouche à oreille. Il y a des choses maintenant qui existaient maintenant, qui n'existent plus. On peut rebondir après une première sortie, comme vous dites. C'est difficile quand ça démarre moyen. Il faut remonter la pente. Et donc, on travaille beaucoup sur les données sociologiques, les infos qui remontent des salles. Effectivement, ce sont des personnes qui captent l'air du temps. Qui est en face ? Avec quel cheval on va faire concourir son cheval ? Parce que si vous avez un énorme cheval américain qui va tomber, mais par contre, vous avez un cheval film d'auteur, vous me dites, ça va pas être le même public. Donc là, je peux le sortir maintenant parce que je sais que la semaine prochaine, ça va être l'autre qui va sortir. Et là, pour moi, ça va pas être très bon. Donc, je vais essayer d'être ici. C'est passionnant. Parce que moi, je trouve que ça touche plein de domaines différents de la société. Et il y a aussi beaucoup d'adaptabilité, puisque en fonction de l'évolution des époques, vous devez changer vos besoins en marketing, en fonction des publics cibles. Si vous sortez un film pour un public plus ou moins jeune, vous allez peut-être axer votre campagne promotionnelle sur des réseaux sociaux utilisés par les plus jeunes, par exemple. Oui, le choix des médias, le choix des médias compte beaucoup. Donc, vous pouvez choisir plutôt des médias. On a le droit maintenant de faire de la publicité pour le cinéma, la télévision. Bon, ça a un coût, mais c'est possible. Et donc, vous pouvez choisir plutôt le type de personnes qui regardent la télévision à une certaine heure. Vous allez sinon être plutôt sur les réseaux sociaux. Il y a les accrochages, l'affichage dans les rues. Il y a le rôle aussi très prescriptif qui reste très prescriptif pour un certain public des articles de presse. Donc, le distributeur, il essaie de manier tous ces instruments en fonction de la façon dont il pense que le film peut être positionné et en réfléchissant énormément au public. En fait, c'est ça vraiment et pour la vie de l'œuvre, pour qu'elle puisse être vue, et aussi de façon plus rationnelle, parce que c'est sa source de rémunération. Il se rémunère essentiellement sur les entrées en salle. Donc il faut que ça marche.
Et ensuite, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand un film est sorti en salle et qu'il a eu cette notoriété, il a été vu le plus vu possible, ça conditionne toute sa durée de vie par la suite, parce que un film qui a fait parler de lui au moment de la sortie salle va aussi être plus attractif quand il sera en passage télé, et c'est toute une vie qui peut s'enclencher après. Le Festival de Cannes est une caisse de résonance incroyable pour un petit film. C'est un lancement. C'est-à-dire que pour un distributeur, il a une promotion presque mondiale pour 0 francs 0 centimes. Parce que vous faites la montée des marches. Alors peut-être pas 0 francs 0 centimes, parce que quand même faire déplacer toute son équipe de distribution, faire venir des techniciens à Cannes, etc. Oui, mais la caisse de résonance que vous avez... des enjeux qui sont même des moments de négociation entre les ayants droit et le distributeur. En tout cas, on espère vous avoir donné envie et contribué à votre curiosité sur ce métier d'éditeur-distributeur. C'est maintenant le temps de la petite interview. Pascale Marin, directrice de la photographie. Mon premier festival de Cannes, c'était en 2009. J'avais été invitée par Fujifilm et c'était une découverte constante de ce monde extrêmement bizarre et extrêmement hiérarchisé. Mon plus beau souvenir, c'était mardi dernier. C'était la montée des marches avec le jury de la Caméra d'Or dont je fais partie cette année. Les prix de la CST représentent pour moi la très juste mise en lumière des techniciens de l'ombre, parce qu'on ne fait pas un film tout seul. Vous êtes toujours sur notre chaîne YouTube, sur le stand de la CST et sur la FM, DAB+, ciné, musique, radio, ce soir sur les marches. Ce soir, 2 films en compétition officielle auquel Baptiste est parti courir assister à une de ses projections pour pouvoir faire une revue de presse là-dessus dès qu'il rentrera dans sa chambre d'hôtel. C'est un précédent qu'il ne faudra plus jamais imiter. Donc ce soir, nous avons un réalisateur connu du festival, Jafar Panahi, que nous avons le plaisir d'accueillir pour sa 2e fois en compétition officielle. En compétition aussi avec vous sur le synopsis le plus mystérieux, puisque c'est ce qui commence par un accident mineur et qui déclenche une série de conséquences. Voilà le résumé du film. Nous sommes évidemment très intrigués, très attentifs à cette séance de ce soir où nous allons retrouver le chef opérateur Amin Jafari, qui est un enfant, pouvons-nous le dire, du Festival de Cannes, puisqu'il a été en 2016 à la Ciné Fondation. Au décor, Leila Nagdi, qui est une collaboratrice du cinéaste. Et également ce soir sera présenté Fuori de Mario Martone, également autre habitué du Festival de Cannes, puisque c'est son 3e film en compétition officielle. Le dernier était présenté en 2022. Il s'agissait de Nostalgie. Ce soir, il va nous parler d'une autrice dans les années 80 à Rome, en Italie, qui travaille depuis longtemps sur une de ses œuvres et qui va voir son manuscrit rejeté par toutes les maisons d'édition, ce qui va la pousser à commettre un vol, et puis nous suivrons son parcours après sa libération. À la photographie, Paolo Carnera, première fois en compétition officielle à ce poste pour ce technicien qui présentait déjà un film à la Ciné Fondation en 98, Sentieri Selvaggi de Susanna Grigoletto, et qui avait également présenté des films en sélection Un certain regard et à la Cinef. Au montage, Jacopo Quadri, habitué du Festival de Cannes, puisqu'il a déjà eu 3 films en sélection à Un certain regard, et c'est également son 3e film en compétition officielle. C'est une belle soirée qui s'annonce. Vous allez courir derrière Baptiste Tchegueret pour suivre tous ces films. On va prendre notre train surtout. Le devoir nous appelle, nous sommes déjà sur d'autres films. Votre distributeur vous a coupé les vivres.
Non. Non. Non, non. Moi, je suis déjà sur un autre film. Donc, demain matin, je suis à ma table de travail. Et moi, je dois rentrer, tout simplement, pour des raisons personnelles. Hélène, vous êtes jusqu'au bout sur le festival? Oui, non, la fédération reste ici tout le festival pour accompagner ses éditeurs et distributeurs pour notamment avoir accès aux projections de la façon la plus optimale possible et voir le plus de films. Et puis on a encore des rendez-vous avec des responsables, des décideurs politiques qui viennent encore en deuxième semaine et donc pour leur partager avec eux ce qu'on a un peu partagé avec vous aujourd'hui. Bah, c'est formidable. On vous dit merci. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Nous nous retrouvons demain pour continuer à décrypter la technique des films en sélection officielle. Et d'ici là, au revoir. Le prix de la CST, pour moi, c'est l'édition 2009. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être membre de ce jury. Ça a été, bien entendu, un moment de cinéma, un moment de rencontre et de plaisir. Le prix de l'artiste technicien de la CST permet d'élever les techniciens et de les ramener au rang d'artistes en les mettant en lumière. Et ça, c'est grâce à la CST.